Voilà. L'analyse de contenu, c'est une technique, l'analyse de traces, excusez-moi, on va aller de manière plus générale. L'analyse de traces est une technique d'enquête qui est particulièrement utilisée en sciences humaines, hein, que ce soit en anthropologie, en sociologie, en psychologie également, de même qu'en histoire. C'est véritablement une stratégie qui est très particulièrement utilisée. Donc, c'est quoi l'analyse de traces? Bien, c'est une technique de recherche qui est indirecte. Hein? Ce n'est pas nous directement qui allons collecter les matériaux. Hein? Le matériel est déjà construit avant nous, hein? Contrairement, par exemple, au questionnaire et à l'entrevue où c'est directement le chercheur qui va chercher son matériel. L'analyse de traces vise à prendre du matériel qui existe déjà et en faire son analyse. En gros, le chemin classique, c'est qu'on a la première flèche en haut, la conception du créateur, la création et le produit fini. L'analyse de traces vise à faire le chemin inverse, c'est-à-dire de partir du produit fini par une analyse de traces, de retourner à la conception du créateur. Donc, technique d'analyse qui est particulièrement utilisée en sciences humaines. Il y a trois grandes options. L'analyse de contenu, qui va être celle de votre TC, l'analyse statistique, que vous allez faire davantage dans votre cours de méthodologie quantitative, et l'analyse historique, que vous allez, j'imagine, faire en histoire. Donc, vous regarderez également dans le diaporama, je commençais par l'analyse de contenu et je finissais par statistique et historique. J'ai inversé les choses, hein, ça va être plus facile pour nous. On va terminer donc avec l'analyse de contenu. Donc, l'analyse statistique, qu'est-ce que c'est en gros? C'est que les statistiques sont déjà créées. C'est ça qui est particulièrement intéressant. Statistique Canada, vous avez un peu vu d'ailleurs dans votre problématique, regorge de statistiques, regorge de bases de données. Et on peut utiliser les données qui ont déjà été produites, les données brutes, hein, pas les analyses qui en ont été faites, mais vraiment les tableaux Excel, si on veut, avec l'ensemble des données qui ont été rentrées pour réanalyser les résultats. Hein, c'est-à-dire, par exemple, croiser des données qui n'auraient pas été croisées auparavant, hein, par exemple, pour établir des liens entre une variable X et une variable Y. Donc, réanalyser les résultats en travaillant directement avec la base de données disponible sur, par exemple, Statistique Canada, ou sinon, réinterpréter l'analyse. Hein, c'est-à-dire que d'utiliser les mêmes données, ne pas réanalyser au complet le matériel, mais tout simplement prendre les conclusions et d'en tirer de nouvelles. Hein, c'est-à-dire que des fois, les statisticiens peuvent avoir une certaine orientation qui leur font voir certains chiffres plutôt que d'autres. Avec l'analyse statistique, on peut réinterpréter également l'analyse qui en a été faite. Donc, on peut réanalyser les résultats en travaillant directement avec la base de données ou réinterpréter l'analyse qui a été faite par d'autres individus. Évidemment, les avantages, ce n'est pas très dispendieux. Hein. Il vous faut un ordinateur et Excel à peu près pour pouvoir faire ce type d'analyse. Permet également d'étudier l'évolution de phénomènes, l'analyse statistique. Hein. Par exemple, le taux de chômage de 1970 à 2020, par exemple, ça nous permet véritablement, avec l'analyse statistique, d'étudier l'évolution d'un phénomène. On a vu que dans les questionnaires et les entrevues, c'est plus difficile hein, parce qu'on fait appel à « T'en souviens-tu dans le temps comment c'était? » On a toujours un regard brouillé. Par contre, avec l'analyse statistique, on peut véritablement étudier avec les chiffres que l'on a d'une époque X et les comparer à une époque Y. L'inconvénient, ça va de soi, évidemment, étant donné que c'est une donnée, si on veut, de seconde main, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas directement, nous, produit, on ne peut pas contrôler la qualité des données. C'est-à-dire qu'on doit faire avec les données qui nous ont été, si on veut, données pour pouvoir en faire l'analyse. Donc, petit inconvénient sur le contrôle des données. Si on regarde maintenant l'analyse historique, hein, c'est-à-dire que c'est une analyse qui vise à faire l'étude critique des documents qui ont été produits dans le passé. C'est-à-dire que les historiens vous le diront probablement mieux que moi, on ne peut pas prendre pour argent comptant tout ce qui a été produit. Hein, c'est-à-dire que les individus peuvent avoir une certaine orientation, peuvent vouloir défendre certains points de vue, par exemple. Donc, on doit en faire une analyse. Hein? Une analyse également va avoir une critique interne et externe. Donc, l'analyse historique vise à prendre les matériaux qui ont été produits dans le passé, hein, qu'ils soient soit des sources primaires ou des sources secondaires pour en faire l'analyse. Une source primaire, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a directement vécu l'événement et qui va témoigner, si on veut, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a perçu. Donc, on a vraiment un témoin qui était directement sur place ou qui a vu ce qui s'est produit. Tandis que les sources secondaires, c'est quelqu'un, par exemple, qui va dire « Ah oui, il y a 200 ans, il s'est produit cela. » Donc,
c'est quelqu'un qui n'était pas sur place, hein, qui ne raconte pas quelque chose qu'il a vécu, mais il va tout de même décrire des événements qui ont lieu dans le passé. Et véritablement, on essaie de privilégier les sources primaires. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas eu une déformation, hein, avec l'histoire, avec les témoignages. Et également, bien, pour ceux, par exemple, qui s'intéressent à l'histoire, notamment de la Révolution tranquille, par exemple, mais on sait très bien que par rapport aux acteurs qui étaient directement sur place et la lecture qu'on en a fait, par exemple, notamment pour justifier la Révolution tranquille, ou la même chose en France, hein, avec l'Ancien Régime et la République, bien, les sources secondaires vont avoir tendance un peu à modifier, même volontairement, hein, leur lecture des sources ou la lecture des données qu'ils ont, si on veut, sous la main, en raison de considérations qui sont morales, sociales ou, encore une fois, idéologiques. Donc, on a toujours un peu ce petit enjeu-là avec les sources secondaires. Comment faire la critique, justement? Bon, on a une critique externe qui vise à évaluer l'authenticité du document. Est-ce que j'ai affaire à un faux, tout simplement, ou la critique interne qui va évaluer la crédibilité du document. Critique interne, par exemple, hein, vous avez un document, est-ce qu'il est entier, ce document-là? Est-ce qu'il a été altéré? Est-ce qu'il manque des pages? Est-ce qu'il y a des parties qui ont été biffées? Quelle est la condition, donc, du document? Est-ce que c'est une copie de l'original? Vous savez que les copies, il faut quand même s'en méfier. Il peut y avoir des éléments qui ont été altérés. Également, qui en sont les auteurs? Hein? C'est-à-dire que, comme je disais un peu plus tôt, les auteurs qui vont produire de la documentation sont des individus comme vous et moi, ont des idées, ont une morale, hein, quelque part, et sont émergés à l'intérieur de relations sociales qui peuvent leur faire lire, hein, un phénomène d'une manière ou d'une autre. Donc, savoir qui a écrit le document nous permet également, hein, d'avoir, si on veut, une certaine critique par rapport à ce dernier. Quand a été produit le document? Bien, évidemment, il faut savoir dater ce fameux document-là, hein, pour savoir est-ce qu'elle parle d'une situation avec plusieurs années d'avance ou plusieurs années auparavant. Donc, on doit savoir dater ce document-là. Et enfin, où a été produit le document? La société ou le milieu a énormément d'influence sur la manière par laquelle, par exemple, des propos auraient pu être considérés. Critique interne, elle, évalue la crédibilité du document. Alors, par exemple, c'est quoi les sujets qui sont traités dans le document? Quelles sont les intentions de l'auteur? Donc, on a véritablement à l'intérieur du document, on va, une fois qu'on a fait la critique externe, on va le lire, l'analyser, ce document-là. On doit identifier c'est quoi les prises de position, c'est quoi le propos qui est véhiculé à l'intérieur, c'est quoi les valeurs, par exemple, qui sont véhiculées à l'intérieur du document. C'est un ensemble d'éléments qui font partie de la critique interne. Hein. Également, le contexte a énormément d'influence. Hein. C'est-à-dire que, bien, par exemple, dans certaines situations, certaines époques, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, l'époque, hein, il va avoir énormément d'influence, hein, sur la production même de ce document-là. Donc, on a une critique qui est externe, qui évalue l'authenticité du document, et la critique interne qui évalue la crédibilité du document. Donc, pour la première, l'analyse statistique, davantage en méthodologie quantitative, et l'analyse historique, davantage dans vos cours d'histoire et également en anthropologie, notamment dans les cours d'archéologie. Alors, on va faire la critique par exemple, des artefacts qu'on va retrouver. Donc, les deux premières analyses, c'était celle-ci. Nous allons maintenant aller directement à l'analyse de contenu. Analyse de contenu qui va être évidemment celle qui va faire partie de votre ETC partie 1. Donc, l'analyse de contenu, c'est quoi? En fait, c'est utilisé pour des productions de tout genre, qui soient écrites, qui soient sonores, qui soient visuelles, qui soient audiovisuelles. On va utiliser des analyses de contenu. Hein. On a 3 grands types d'analyse de contenu. Elles peuvent être synchroniques, diachroniques ou comparatives. Synchronique, je vais étudier un phénomène à un moment donné. Par exemple, je vais prendre l'entièreté des caricatures politiques, par exemple, qui ont été faites dans une année en 2019. Ça va être mon corpus d'analyse. Donc, j'utilise à la même époque, en 2019. Diachronique, je peux par exemple aller voir l'évolution de phénomènes dans le temps. La manière par laquelle on a raconté une situation va varier dans le temps. On va utiliser donc une analyse diachronique. Par exemple, ici, encore une fois, les caricatures des années 2000 jusqu'à 2019. On fait le postulat qu'il y a une évolution, qu'il y a une manière différente, par exemple, de raconter le fait politique
que l'on retrouve dans les caricatures en fonction de l'époque à laquelle ont été produits ces documents-là. Enfin, comparative, je vais comparer deux corpus très, très distincts. Je vais comparer, par exemple, les caricatures des journaux francophones, les caricatures des journaux anglophones. Donc, on a trois grandes formes d'analyse de contenu qui vont varier en fonction de leur rapport au temps. Est-ce que je fais ça à un moment donné? Est-ce que je veux étudier l'évolution de phénomène ou je veux comparer deux corpus particulièrement différents? Donc, nos trois grandes formes, vous allez voir, je vais avoir quelques exemples, ça va préciser un peu qu'est-ce qu'on veut dire par analyse de contenu. Les avantages, ça ne coûte pas très cher, hein? Ce n'est pas très dispendieux de faire de l'analyse de contenu. Ça permet, comme je disais un peu plus tôt, d'étudier l'évolution de phénomènes et de comparer. Les problèmes qu'on a avec plusieurs techniques en méthodologie qualitative peut être sujet à la subjectivité de l'analyse, c'est-à-dire que de l'analyseur, si on veut, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les individus qui vont analyser le contenu de la même manière. Donc, à ce moment-là, on essaie d'avoir le plus de personnes possible qui vont analyser un même contenu et de comparer les réponses, un peu comme vous avez fait avec votre analyse horizontale. Donc, les exemples typiques, il peut y en avoir quelques-uns. On peut s'intéresser, par exemple, au cinéma ou à la publicité. C'est d'ailleurs ce qui va être votre ETC, la manière par laquelle les femmes ont été présentées dans la publicité des années 50 à 2020. On voit vraiment une forme d'évolution. Hein. On essaie d'étudier, par exemple, l'évolution de la représentation, du statut social des femmes à travers la publicité ou à travers le cinéma, par exemple. Mais on voit qu'en 1950, on avait davantage le rôle de la domestique ménagère, des produits où est-ce que les femmes se faisaient étaient essentiellement la cible de produits ménagers, par exemple, hein, ou des électroménagers également. Il y a eu beaucoup de publicité à l'époque. Si vous tapez dans votre moteur de recherche publicité 1960, c'est toujours des produits associés à la maison. Donc, on peut voir très bien qu'à travers ces publicités-là, les femmes n'étaient pas particulièrement intégrées au marché du travail, par exemple, hein, parce qu'on a véritablement le public cible autour de la maison. Également, c'était une femme qui était, l'image d'une femme qui était particulièrement soumise, d'une part, aux injonctions par rapport au foyer, mais également à son mari. Hein, elle est présentée pratiquement comme une servante. Hein, elle doit être, si on veut, elle doit s'occuper de la maison et elle est véritablement subordonnée à son mari à l'intérieur de la maison. On le voit à travers la publicité. Vous allez voir hein, dans les exemples qu'on va voir dans les contenus plus tôt, c'est un peu ce que l'on retrouve. Dans les années 1970, hein, ça évolue un petit peu, on a véritablement à travers la publicité le mouvement d'émancipation des femmes. Par exemple, les femmes commencent à fumer des cigarettes, oh mon Dieu, c'est terrible, et même à s'allumer une cigarette par elles-mêmes. Oh, elles sont capables d'allumer des cigarettes par elles-mêmes, c'est absolument incroyable. Mais on a vraiment ce mouvement d'émancipation-là où on présente la femme comme étant, je dis là parce qu'on a vraiment une image monolithique à l'époque, on présente la femme comme étant en mouvement d'émancipation qui veut justement vivre sa vie par elle-même. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus, vous avez peut-être vu d'ailleurs, hein, toujours par rapport aux femmes, une certaine tendance à une hypersexualisation des femmes, surtout par exemple aux produits de mode, aux parfums, aux produits de beauté. On a, les produits de beauté, c'est peut-être un autre petit détail, mais si on peut regarder par exemple hein, des publicités comme celle de, j'ai oublié son nom, je pense que c'était Dolce Gabbana ou des choses comme ça, on est dans le porno chic, si on veut. Hein. On est dans une mise en scène pornographique des femmes à l'intérieur de la publicité et elle est souvent considérée comme un support pour le produit. Également, sans vouloir être vulgaire, mais je le serai quand même ici parce qu'il s'agit de parler d'analyse de contenu, vous regarderez par exemple, vous avez déjà vu les publicités de crème glacée, par exemple, qui sont assez particulières, où on a une femme qui tient une crème glacée comme si c'était un symbole phallique. Elle est comme ça, avec la crème glacée. On a la même chose avec les Subway ou des choses comme ça, on a véritablement une mise en scène de la sexualisation des femmes, d'une hypersexualisation. Si je peux peut-être trouver quelques exemples qui peuvent être particulièrement intéressants. J'ai oublié, c'était laquelle? Je pense que c'était... J'ai l'air juste d'être sur Internet, mais je vais juste vous partager un écran d'une certaine tendance. Évidemment, il ne faut pas généraliser à outre mesure, mais il y a quand même une forme de tendance, si on veut, hein, au porno chic, hein, celle de Dolce Gabbana, qui a quand même suscité l'indignation. Donc,
on a quand même une forme de... c'est quasiment une mise en scène d'un genre d'agression collective. C'est assez particulier. American Apparel aussi ne laisse pas, si on veut, les autres indifférents. Donc, on a une certaine tendance à ce type de publicité-là, et notamment dans les articles dits de mode et de luxe. Donc, on a une forme de ça, mais en même temps, il faut quand même voir qu'elle est diverse. Elle n'est pas notamment uniquement dirigée vers ça, mais on observe une forme de tendance. Donc, essayez de regarder les publicités, essayez de regarder un peu c'est quoi le message qui est véhiculé. Par exemple, vous avez déjà vu des annonces de pick-up, avec le rap, avec la belle voix de Dan Bigra. Eh bien, à quoi on fait appel quand on vend des pick-up? On fait appel évidemment à la masculinité. La plupart du temps, c'est des gars avec des bottes de construction. On voit des jeans, puis on voit ils tirent des lourdes charges et tout ça. Donc, on fait appel à quelque chose quand on vend de la publicité. Excusez-moi. Et vous remarquez d'ailleurs que souvent, on vend le produit en faisant appel à quelque chose d'autre. Par exemple, la masculinité, par exemple, à la fête ou aux réunions de famille. On va toujours vendre le produit en utilisant, si on veut, pas un raccourci, mais un petit détour qui vont susciter, si on veut, notre intérêt. Donc, dans la publicité, par exemple, reliée aux femmes, ça en fait partie, mais également, également sur... ah oui, c'est quoi les annonces déjà qu'il y avait? Moi, ce qui me font rire ces temps-ci, c'est l'eau Perrier. L'eau Perrier à la télévision, comment ça a l'air d'être le fête et le gros party quand on boit de l'eau Perrier, bien, on nous vend à peine le produit. Vous avez également vu sûrement des publicités de parfums. C'est particulièrement étonnant à quel point qu'on nous fait des petits films. On ne nous parle pas du parfum, on nous vend une émotion. C'est, encore une fois, assez particulier à ce niveau-là, mais c'est une analyse de contenu. On peut étudier ces situations. Donc, si je reviens à mon analyse de contenu, eh bien, il y a deux grands contenus qui nous intéressent lorsqu'il s'agit d'analyse de contenu. C'est le contenu qu'on appelle manifeste et le contenu qui est latent. Le manifeste, c'est tous les sons, les images qui sont explicites, qui ne demandent pas une interprétation. C'est écrit tel quel. Alors, on va voir quelques exemples dans quelques instants. Le contenu latent également, c'est tout le contenu implicite, c'est l'interprétation qu'on peut en faire de certains messages qui sont envoyés, mais qui ne sont pas directement écrits noir sur blanc sur le papier. Le manifeste, habituellement, ne pose pas trop de problèmes. Le latent demande une certaine distance d'analyse par rapport à ce qui est évoqué. Alors, si je prends, par exemple, cet exemple-là ici, comme contenu manifeste, j'ai l'annonce de voiture. Le 21e siècle, les hommes savent comment libérer leur puissance. Toyota 4Runner, made for man. On a quand même deux fois l'occurrence du mot, de la référence à la masculinité, le fait d'être un homme, et à la puissance. C'est quand même des caractéristiques associées à la masculinité. J'ai quand même à souligner que ce n'est pas moi qui les ai mis en gras. Le Power Man, c'est véritablement ici l'entreprise. Donc, on a un contenu manifeste. On fait appel à une forme de masculinité. Du moins, on utilise les termes qui y sont associés. Autre contenu manifeste dans la publicité qui se retrouve à votre droite. Le contenu manifeste, on a ici le petit message en dessous, la mini automatique pour une conduite simple. Donc, on a vraiment l'idée qu'on associe ça à la simplicité de conduire. Pourquoi pas? Mais le contenu latent. Qu'est-ce qu'on a qui n'est pas directement écrit, mais qui quand même peut amener une certaine analyse, on a ici la femme dans la publicité qui est présentée avec les grands yeux écarquillés un peu ingénue, si on veut, un peu innocente, avec les ongles faits, avec les grands bijoux et tout ça. Donc, on met en scène. Qu'est-ce que vous comprenez par ce message-là? C'est que même les femmes un peu idiotes peuvent conduire des mini automatiques. Mais c'est un peu cette idée-là. On a un mélange, dans ce cas-ci, de contenu manifeste parce qu'on a directement le message qui est simple à la conduite et on a un contenu latent. C'est l'ensemble des signaux qui sont implicites et qui sont inclus à l'intérieur d'une publicité. Si j'ai celle-ci qui est une ancienne publicité, parce que dans le temps, même si c'est peut-être difficile pour vous de le croire, on considérait la bière comme étant un produit bon pour la santé. Donc ici, j'ai deux femmes. L'annonce de bière, j'ai oublié c'est laquelle, mais ce n'est pas important. Donc, j'ai du contenu qui est manifeste. La bière est nourrissante. Ça, je l'ai, c'est nourrissant. Donc, j'ai vraiment un contenu ici qui est manifeste. Le contenu implicite. Comment est-ce qu'on voit quoi concrètement? On voit deux femmes, une à gauche, une à droite. Et qu'est-ce que vous voyez concrètement dans cette publicité-là?
spontanément, qu'est-ce qu'on peut voir? Mais on a une femme qui a la posture bien droite, donc la posture de la femme va être un indicateur, et on a une qui est une posture bien droite et une posture qui est particulièrement affaissée, hein, elle est penchée vers l'intérieur. Là, j'ai trop grossi, c'est très pixelisé, là, je suis désolé. On a quand même le visage ici qui est particulièrement heureux, hein, avec un beau teint bien rose. On a ici un teint plutôt verdâtre et on a un visage particulièrement triste. On a ici le bébé qui se nourrit du sein de la mère, ici le bébé qui refuse de téter la mère. On a une bière qui est vide, donc on sait qu'elle ne boit pas, hein. Donc ici, on a un verre qui est bien plein. Et même les couleurs sont beaucoup plus vives, hein, des vêtements, hein, que celui qui va être situé à votre droite. Enfin, le bébé ici est bien gras et bien rose, donc associé à un bébé en santé, tandis qu'ici, on a un bébé plutôt pâle, hein, qui n'a plus les formes d'un petit bébé bien grassouillet. Donc, on a véritablement un contenu qui est manifeste, la bière est nourrissante, et enfin, on a du latent, c'est-à-dire ce qui est implicite, ce que l'on peut analyser, ce qu'on peut trouver par une analyse ici qui est toujours un peu subjective, mais il faudrait justement comparer les réponses de plusieurs pour arriver probablement à quelque chose de mitoyen. On a véritablement deux personnes, deux personnages dans la publicité, hein, qui sont complètement différents, la variable étant consommation de bière et non consommation de bière. Donc, on a du contenu ici qui est latent, de même que manifeste. Dernière publicité, hein, je crois que c'est la dernière, non, on a donné d'autres un peu moins rigolotes. KFC, hein, où est-ce qu'on associe quoi en fait? Bien, comme contenu manifeste, hein, qui est explicite, bien, on a, hein, si on veut, ben, le logo de la marque, hein, le KFC, hein, que vous connaissez. Et ah oui, petite parenthèse, parce que peut-être que vous ne comprenez pas le lien entre poulet frit Kentucky et Noël. En Asie, surtout au Japon, on a fait des grandes campagnes de publicité pour finir par associer Noël et le poulet frit Kentucky. Donc, sachez que c'est une forme de tradition au Japon, hein, notamment, de consommer du poulet frit Kentucky à Noël, ce qui, pour nous, n'a absolument aucun sens, mais ça l'a vraiment rentré dans les esprits à grand renfort de publicité. Donc, si je suis ici et j'essaie d'identifier le contenu manifeste et latent, le contenu qui est véritablement manifeste, j'ai évidemment le logo, j'ai la présence des cadeaux et j'ai également les petits accessoires de Noël. Hein, ça va de soi, c'est explicitement associé au temps des fêtes. J'ai également les fameux produits. Dans l'implicite, c'est comme je vous dis, c'est tout ce qui n'est pas explicite, c'est un peu embêtant, mais c'est les grands bonheurs, le grand bonheur figé et le fait de se retrouver en famille. Donc, à ce moment-là, j'ai véritablement un mélange d'entre les deux. Pour la prochaine, les deux prochaines, c'est un peu plus flagrant, hein? Ici, j'ai une petite femme peut-être fortement sympathique, ce serait à vérifier, qui fait essentiellement, hein, une collecte de fonds. On voit une petite tirelire. Donc, j'essaie encore une fois de trouver des indicateurs qui sont manifestes, hein, que l'on peut directement associer au fait qu'elle est peut-être une petite nasillarde. Eh bien, la présence de cheveux blonds, la présence de yeux bleus, l'uniforme également, et également le symbole nazi. Donc, on est ici, hein, on a du contenu qui est manifeste, c'est-à-dire que au-delà de l'analyse, tout le monde associe ça directement au fait d'être une petite nazie. Tandis qu'ici, on est davantage dans l'implicite, hein, dans celle de la publicité. Et c'est d'ailleurs le grand phare de la publicité de propagande, hein, qui est particulièrement intéressant. Je crois qu'en sciences politiques ou en histoire, vous allez analyser ce type de publicité-là. Il faudrait voir, mais de mémoire, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire, souvent, on va faire appel à un passé glorieux ou de construire l'ennemi comme étant quelqu'un de fourbe et de dangereux. Donc, on essaie d'avoir ça, mais dans les années, on va dire, de la Deuxième Guerre mondiale, c'était plus intéressant dans la mesure où on utilisait énormément d'affiches. Aujourd'hui, c'est surtout de la publicité télévisuelle. Donc, revenons à notre analyse. Ici, ben, on fait référence, en fait, hein, au fait que ben, les soldats de la Wehrmacht sont, en fait, des dignes, hein, descendants des fameux guerriers teutoniques. Hein. On a une espèce de lien entre les deux. Hein. L'autre est en arrière-plan, un peu effacé, une forme un peu fantomatique, mais tous deux regardent avec un regard déterminé vers l'avenir et ont également les mêmes traits morphologiques. On essaie vraiment de faire un lien à travers le passé de personnes qui étaient
considérée comme étant glorieuse. Donc, on a ici, encore une fois, davantage de l'implicite pour l'image de droite et on a davantage d'explicite ici avec l'élément de gauche. Donc, quelques termes hein, avant de continuer. J'ai vu un peu manifeste et latent. Quelques termes. Hein. C'est un peu embêtant dans la mesure où les termes changent un petit peu par rapport aux autres techniques d'analyse qu'on a vues auparavant. Un corpus d'analyse, c'est par exemple l'entièreté des éléments que j'avais considérés pour une analyse. Hein. Donc, c'est un échantillon, si vous voulez. Ici, par exemple, je prendrais les films de Quentin Tarantino, hein, qui serait, par exemple, un corpus d'analyse. Quand je sélectionne un de ces éléments-là, je vais appeler ça une unité d'analyse. Par exemple, je vais prendre un film, ici, le film Pulp Fiction. Donc, c'est mon unité statistique. Une catégorie d'analyse. Hein, on a vu un peu ça et on vous rappelez dans l'analyse conceptuelle, il y avait les concepts et les indicateurs. Ici, on les nomme un peu autrement. Ce n'est pas de votre faute, c'est de cette manière-là que c'est nommé. On appelait ça une catégorie d'analyse, mais qui est tout à fait l'équivalent du concept, comme on l'avait vu dans les précédents travaux. Et l'indicateur qu'on va nommer ici unité de signification. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, je m'intéresserais à la présence de violence, par exemple, dans les films de Quentin Tarantino. Je vais prendre un de ces films-là, Pulp Fiction, je vais avoir une catégorie d'analyse qui va être présence de violence, et ici, je vais essayer de voir directement comment est-ce que je peux l'analyser, comment est-ce que concrètement je peux trouver la présence de violence. Je vais, par exemple, essayer d'identifier la violence physique, la violence psychologique, la violence verbale et la violence notamment sexuelle à travers les films. Donc, juste petit indicateur sur les différents termes qu'on va utiliser. On va trouver des indicateurs concrètement qu'on va faire l'analyse, qu'on va relier à des concepts ou vice-versa, hein, d'unités statistiques qui appartiennent, d'unités d'analyse qui appartiennent à un corpus d'analyse. Donc, on descend un peu comme ça. Je prends tous mes films, j'en choisis un. Je vais prendre un de ces concepts que je vais découper en petits morceaux. Je passe donc du corpus à l'unité de signification. Quelques termes hein, qui peuvent nous aider à trouver des catégories, mais ça peut être des attitudes, des prises de position, des valeurs, des normes, des personnages, les caractéristiques des personnages, le contexte social dans lequel il écrit, le public visé par la production est un exemple, un ensemble d'exemples hein, qui peuvent nous servir pour les analyses, ici pour les catégories conceptuelles. Les bons critères de catégorie, mais elle doit être exhaustive. Hein, c'est-à-dire que nos catégories, quand on fait une bonne analyse de contenu, doit être exhaustive. C'est-à-dire que doit remplir, hein, si on veut, en fonction de notre objectif, les catégories doivent être exhaustives. C'est-à-dire que l'ensemble du matériel doit pouvoir se retrouver dans une catégorie. On dit une catégorie parce qu'elles doivent être également exclusives. Hein, c'est-à-dire que, comme les questions du questionnaire, par exemple, je ne peux pas mettre un élément à deux places. Donc, elle doit avoir une exclusivité également. Le critère de l'équilibre, c'est un peu l'idée que je ne dois pas avoir un concept avec 12 unités de signification et un concept, une catégorie d'analyse, si vous préférez, et une unité de signification, je dois avoir quelque chose de relativement équilibré. Et enfin, on ne doit pas avoir d'ambiguïté, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand on fait une grille d'analyse et qu'on va donner la grille, on va le donner à quelqu'un d'autre et il doit arriver à quelque chose de similaire à nous. Donc, ne pas avoir d'ambiguïté, c'est le quatrième critère, celui de la clarté. Les éléments analysés doivent être, si on veut, sans ambiguïté. Concrètement, comment ça se fait? Et on va faire un exemple dans quelques instants. Eh bien, dans un premier temps, vous êtes confronté à une œuvre. Hein? Dans le TSC, vous allez avoir analysé une publicité et deux publicités. Une, c'est une image et l'autre, c'est un petit vidéo de 30 secondes. Donc, première fois, tout simplement, le premier moment de répertorier, vous regardez une fois, sans rien noter, hein, une à deux fois, juste pour vous imprégner un peu du matériel qui pourrait être possiblement intéressant. Enfin, il faut faire l'opérationnalisation. Vous devez trouver les catégories d'analyse et les unités de signification. Un peu catégorie d'analyse, c'est un peu plus d'abstraction.
l'unité de signification, c'est beaucoup plus précis. Comment concrètement je vais trouver ma catégorie d'analyse dans le fameux contenu qui, qui va être celui à analyser. Donc, premièrement, je vous dis vraiment, regardez ton image, prenez un bon 2 minutes, regardez l'image, OK, ouais, qu'est-ce que je vois là-dedans, qu'est-ce que je pourrais voir, qu'est-ce qui semble vraiment être flagrant. Vous allez pouvoir trouver des catégories d'analyse et ensuite, concrètement, des unités de signification. Et ensuite, directement, le prélèvement. On va pouvoir faire une mini-analyse de cet élément-là. Donc, vous trouvez votre grille, excusez-moi, vous regardez votre œuvre en premier, formez votre grille, et ensuite, une analyse de cette fameuse grille-là, de ce que vous avez directement trouvé dans votre matériel. Donc, 3 grandes étapes. La première, le survol rapide. Ensuite, construire une table, un tableau, si on veut, d'analyse. Et enfin, directement, l'analyse qui va être à faire pour votre ETC. Ça, c'est pas particulièrement intéressant. Donc, j'aimerais vous présenter 2 exemples, un petit formatif qu'on va faire en classe ensemble avec un petit corrigé, juste pour vous enligner un peu sur à quoi ça peut bien ressembler. Vous allez le trouver sur Léa directement. Je vais quand même vous le montrer. 2 petites publicités. Oui, je vais vous partager l'écran, ça va être plus sympathique. 2 petites publicités que je vous demande de trouver. En gros, la première est une petite publicité de chocolat. Donc, première publicité, vous devez trouver 2 catégories d'analyse et ici, directement, la manière par laquelle vous allez trouver votre catégorie d'analyse dans le matériau qui sera le vôtre. Je vous ai mis quand même quelques exemples ici pour vous orienter. Ça peut quand même vous aider. Les catégories d'analyse, ça peut être des attitudes, des stéréotypes, des personnages, des rôles sociaux, publics visés, non. Et l'unité de signification, c'est souvent des mots, des termes, des personnalités, des caractéristiques des personnages, des espaces, des couleurs également, est un ensemble d'éléments qui peuvent être particulièrement pertinents. La deuxième, c'est une belle annonce de cravate, annonce de cravate qui vous devez pouvoir déjà analyser quelque chose qui serait peut-être à voir à l'intérieur de ça. Donc, trouver 2 catégories d'analyse et des unités de signification. Donc, comme je vous disais, dans un premier temps, allez voir directement sur Léa, allez trouver ce petit document-là et regardez la publicité. Petit détail également, étant donné qu'il s'agit de publicité, évidemment, je vais toujours avoir ma première catégorie, et là, c'est important de bien écouter. La première catégorie, dites-vous toujours ça dans votre tête quand vous faites l'analyse de contenu pour le TC. Première catégorie va toujours être le produit, parce qu'on a toujours des produits. Par exemple, ici, vous mettez pour la cravate, par exemple. Vous notez ici référence au produit, et ensuite, essayez d'aller un peu analyser. Par exemple, ça peut être le slogan, ça peut être des couleurs utilisées, ça peut être le nom de la marque, tout un ensemble d'éléments, juste pour dire, OK, si je vois une publicité, mais je sais que c'est un produit de marque X parce que voilà. Le deuxième élément de la catégorie d'analyse, ça va être toujours le message un peu implicite, le message détourné. D'ailleurs, je ne vous demande pas de faire la distinction entre le latent et manifeste. C'est toujours le petit message détourné, par exemple, par lequel vous pouvez analyser votre publicité. Souvent, c'est ce par quoi on passe pour vous vendre le produit. Donc, le premier sera toujours le produit lui-même et le deuxième sera toujours le moyen détourné par lequel on vous vend le produit ou encore ce que vous pouvez apercevoir à l'intérieur de la dite publicité. Donc, on va faire ça dans 30 secondes environ, un petit 40 secondes. J'aimerais quand même, juste avant, vous présenter l'ETC, l'ETC qui est également disponible sur Léa. OK, là, mon partage d'écran est en pause. Vous voyez absolument rien de ce que je présente depuis tantôt. Est-ce que vous voyez un peu ce que je présentais, non? OK, good, c'est bon, parce que sinon, c'est un petit peu triste. Excusez-moi, juste admettre quelqu'un. Voilà. Donc, pour l'analyse de contenu, l'ETC, eh bien, vous avez encore une fois la même chose, une annonce de chocolat ici. 2 catégories d'analyse. Ici, je ne vous demande pas 4 unités, mais seulement 3. Et je veux avoir un petit texte. En gros, dans le petit texte, vous m'écrivez en mots ce que vous avez trouvé ici. Ici, c'est davantage descriptif. On n'est pas encore dans l'analyse directement. L'analyse, je veux qu'elle apparaisse
dans l'espace prévu à cet effet. Environ un quart de page, là, c'est suffisant. Ensuite, j'ai mis une publicité. Une publicité. La publicité, vous en faites également la même chose et vous pouvez également en faire l'analyse. Donc, vous allez pouvoir récupérer ça sur Léa. Par contre, la publicité, des fois, ce n'est pas évident une image. Puis je sais que vous êtes quand même exposé à la publicité. Donc, pour le TC, conservez le vidéo. Ça, je veux que ça reste parce que sinon, c'est beaucoup trop lourd à corriger. Mais vous pouvez choisir l'image de votre choix. C'est-à-dire que moi, j'en vous présente une, utilisez-la si vous n'avez pas d'autres idées, mais vous pouvez très bien mettre l'image publicitaire de votre choix. Simplement, vous effacez celle que j'ai mise, puis vous mettez directement celle que vous avez trouvée. Pas besoin de mettre la référence et tout ça, ce n'est pas un problème, mais j'ai quand même besoin de voir l'image que vous allez utiliser. Donc, un plan B, c'est l'image que j'ai mise pour l'analyse de contenu, ou sinon, vous pouvez très bien prendre l'image de votre choix, sauf évidemment celle qui est utilisée dans le formatif. Pour l'instant, évidemment, on va faire un petit formatif ensemble, ça va être un peu plus clair. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Alexandre. Est-ce que c'est mieux ou moins bien de prendre une image ou ça revient au même absolument? Est-ce que vous voulez dire, dans le fond, est-ce que c'est mieux de choisir celle que moi j'ai prise ou d'en prendre une autre? Oui, exactement. Moi, je vous dirais, si j'étais vous, en gros, j'essaierais, parce que si j'ai choisi elle, ça veut dire qu'il y a des choses à analyser dedans. Fait que si vous êtes capable de la faire et que ça va très bien, utilisez-la. Mais si vous êtes en mode, je n'ai aucune idée de ce que je pourrais trouver là-dessus, mais par contre, j'en ai un autre en tête qui m'avait vraiment marqué, allez-y, gênez-vous absolument pas. OK, parfait, merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce qui est à faire dans l'analyse de contenu? Évidemment que la pratique, ça va être un peu plus clair, évidemment. Donc, ça vous convient? Super.